Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% du jeudi, 100% du jeudi qui d'habitude me tient à cœur puisque quand même le jeudi c'est le jour de la critique, c'est le jour de mon souvenir, c'est le jour d'auto. Mais là aujourd'hui, c'est un petit peu un jeudi sans, je sais pas, j'ai dû me lever du mauvais pied ou petit problème de transit, je sais pas, je sais même pas si j'annonce les news, non. Désolé, j'annonce pas les news tout de suite. Curieux choix que celui de The Creative Assembly, les développeurs de Stormrise, qui ont décidé que leur RTS serait uniquement jouable sous Vista pour la version PC. D'autant plus étrange que l'on sait que le jeu proposera sur 360 et PS3 un gameplay très complexe, nécessitant une grosse implication de la part du joueur. Le pari de conquérir le public console semble donc être déjà très difficile à relever. Alors pourquoi restreindre d'ores et déjà le nombre d'acheteurs PC, sachant que Vista est très décrié depuis sa sortie, et que les RTS sont largement plus jouables sur ce type de machine que sur console? Au premier abord, la réponse ne semble pas évidente en tout cas. Bonne nouvelle, World of Goo, qui avait déjà été critiqué dans un 100%, voit son prix baisser de 75% pour faire face au piratage. En effet, d'après les estimations de 2D Boys, 95% des gens ayant joué à World of Goo l'auraient fait à partir d'une copie illégale. Du coup, ce superbe puzzle game se retrouve à moins de 5 € sur la plateforme de téléchargement Steam. C'est une belle occasion qui se présente à ceux qui étaient rebutés par le prix initial. Le montant à dépenser pour acquérir la version WiiWare, c'est-à-dire environ 15 €, reste lui inchangé. Disgaea est un tactical RPG typiquement japonais de Nippon Ichi. Il a su séduire les joueurs par un système de jeu bien pensé, mais surtout par une ambiance unique, mêlant adroitement clichés du RPG, survival horror, space opera et même Sentai. C'est le 3e épisode sous-titré Absence of Justice qui sort chez nous, et c'est aussi le premier à sortir sur PlayStation 3. On y incarne Mao, un jeune démon au quotient intellectuel de 1,8 milliard, comme il aime souvent à le rappeler. Mao est en fait un jeu de mots. En effet, en japonais, cela signifie « roi du mal ». Comme dans tout bon tactical RPG qui se respecte, les mouvements des personnages dans Disgaea 3 s'effectuent sur un quadrillage, en fonction des points de déplacement de chacun. Un peu comme on le ferait aux échecs, mais avec un damier exubérant et une multitude de pions aux capacités très variées. Les Disgaea ont toujours mis un accent sur l'humour et les situations crétines. Ainsi, il est par exemple possible que les personnages se montent les uns sur les autres jusqu'à former une immense tour. Cela permettra de lancer une offensive cumulant les attaques de tous les éléments du totem. Les super attaques sont d'ailleurs très impressionnantes et confèrent au jeu un petit effet Dragon Ball Z des plus sympathiques. Le jeu part donc vite dans du grand n'importe quoi avec des niveaux allant à 9999 par exemple. Bien évidemment, les mauvaises langues ne manqueront pas de souligner les graphismes bien en deçà de ce que l'on peut attendre d'une PS3. Mais les graphismes n'entachent en réalité en rien le plaisir de jeu. Il faut noter que la version française comporte toutes les scènes animées et qu'il est possible de choisir les voix japonaises et les sous-titres en français. On note d'ailleurs que ces derniers sont clairs et lisibles, ce qui est rarement le cas sur les consoles HD. Petit bémol par contre, les contenus téléchargeables disponibles aux États-Unis et au Japon ne le sont pas pour l'instant en France. Il est donc impossible de se procurer tous les personnages cachés. Mais heureusement, Laarl, Etna et consorts sont débloquables pour qui investira vraiment son temps dans le jeu. Attention, comme le veut la coutume, les Disgaea deviennent vite rares et difficiles à se procurer. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, je sais ce que vous allez me dire, les news, elles étaient géniales, oui, je sais, mais aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un jour sans. Alors bon, en plus, la critique, c'est quoi? C'est Star Ocean Second Evolution sur PSP.
Alors bon, moi, la PSP, j'en ai une, j'y joue, mais bon, c'est vrai que le petit écran comme ça me tue les yeux, le petit stick analogique, franchement, de qui se moque-t-on? Star Ocean, c'est vrai, c'est un bon jeu. J'ai fait le premier, enfin le premier, l'autre, celui d'avant sur PS2. C'est vrai que j'ai joué quelques centaines d'heures, mais c'est pas une raison. En plus, je m'embêtais à toujours fabriquer les objets. Oh là là. Enfin, je pense pas que la critique me donne envie d'acheter le jeu, mais j'ai regardé quand même. Faites comme vous voulez, si vous voulez. Vous pouvez regarder aussi. Ou aller manger une chocolatine. Ou un pain au chocolat. Dans le Nord, on dit un pain au chocolat. Grand spécialiste s'il en est des remakes en tout genre, Square Enix propose depuis début février sur la portable de Sony Star Ocean Second Evolution. Après avoir sorti First Departure, la firme japonaise continue donc de préparer le terrain avant l'arrivée du très ambitieux Star Ocean The Last Hope, prévu sur 360 et PS3 pour le mois de juin. Ce deuxième épisode sur PSP est tout simplement le remake de Star Ocean The Second Story, qui était sorti sur PlayStation au mois de juillet 98 au Japon, avant de débarquer en mai 2000 en Europe. Accueilli comme l'un des très bons RPG de l'EP il y a maintenant plus de 10 ans, Star Ocean 2 vaut-il encore le coup aujourd'hui? Une question que l'on est en droit de se poser au regard du peu de nouveautés dont dispose cette version PSP. SD-342. Le scénario de Star Ocean 2 relate les aventures de deux personnages, Claude C. Kenny et Elena Lanford. Dès le début du jeu, il est d'ailleurs possible d'opter pour l'un ou l'autre des protagonistes, ce qui permet d'aborder l'histoire sous deux angles différents. Ce choix influera aussi sur les différents personnages que l'on pourra intégrer dans son équipe, ainsi que sur le déroulement du scénario. Ce deuxième épisode débute alors que Claude C. Kenny participe à sa première grande mission sous le commandement de son père, Ronix J. Kenny. Pour mémoire, celui-ci était un personnage clé du premier Star Ocean. Il assure donc ici le lien entre les deux premiers volets. À bord de son vaisseau, le commandant Ronix repère un bouclier d'énergie étrange sur la planète Milokinia. Mais alors qu'il avait expressément demandé à son fils de ne pas s'approcher du cœur du bouclier, Claude décide malgré tout de braver l'interdit. Après avoir examiné de trop près une sorte de mécanisme, celui-ci se retrouve téléporté à son insu sur la planète Expel. Dès son arrivée, il tombe immédiatement sur Lena, une jeune fille qui est alors poursuivie par un animal enragé. N'écoutant que son courage, il décide de la sauver grâce notamment à son pistolet magique. Ne sachant pas du tout où il a atterri, Claude se rend avec Lena à Arlia, le village où elle réside. Mais si Lena a ramené avec elle le jeune homme, c'est parce qu'elle pense en réalité qu'il est le héros de la légende, celui qui est envoyé par le ciel pour sauver sa planète. Depuis près de 3 mois, Expel est en effet en proie à de terribles bouleversements survenus à la suite de la chute d'une météorite que tout le monde nomme Sorcery Globe. Depuis cet événement, les animaux ont par exemple adopté une attitude agressive incompréhensible qui les conduit à attaquer les humains. Pensant que des investigations sur cette météorite lui permettront de découvrir les raisons de sa téléportation accidentelle, Claude décide d'allier ses forces à celles de Lena pour soigner la planète du mal qui la ronge. Elle, de son côté, souhaite également découvrir ses réelles origines, car elle sait depuis quelque temps qu'elle a été adoptée par celle qu'elle considère comme sa mère. Star Ocean Second Evolution propose le gameplay typique qui a fait le succès de la série développée par Tri-Ace. Le système de combat se veut ainsi dynamique et non statique, comme dans les RPG se jouant au tour par tour. Pendant les affrontements, on dirige les personnages en temps réel. On choisit quel ennemi ils vont attaquer, à quel moment et avec quelle attaque. On peut ainsi frapper les adversaires par derrière ou encore fuir leurs coups en attendant qu'un magicien lance un sort. Bien sûr, il sera aussi possible de définir avant ou pendant les combats la tactique que les équipiers adopteront. On peut par exemple demander à un magicien d'utiliser à fond sa puissance, sans se préoccuper des conséquences sur sa barre de HP. Avant les combats, on peut déterminer quelle formation son équipe adoptera. Celle-ci détermine l'endroit où les personnages se tiendront au début du combat et permet de mettre en première ligne les personnages les plus puissants. Pour ce qui est du système de contrôle en lui-même, on se servira principalement des gâchettes afin de lancer des sorts, et du bouton croix pour attaquer frontalement ses adversaires. Les autres boutons permettront aux joueurs de choisir l'ennemi à attaquer ou de prendre le contrôle d'un autre personnage. Pour les joueurs les moins à l'aise, il sera possible d'automatiser le changement de cible, histoire d'avoir à gérer moins de paramètres. Au final, tout se fait très facilement et on parvient vite à créer des tactiques évoluées,
en particulier après plusieurs heures de jeu, lorsque l'équipe sera composée de plusieurs éléments aux caractéristiques propres. L'un des points forts de la série Star Ocean, c'est qu'elle propose un système de compétences très profond. Lorsqu'un personnage gagne un niveau, il obtient des points qui lui servent à apprendre ou à améliorer ses compétences. Celles-ci s'achètent par lot dans des boutiques spécialisées que l'on retrouvera dans différentes villes tout au long de l'aventure. En elles-mêmes, ces compétences ne sont pas très utiles, elles servent en fait à apprendre des spécialités. Chaque spécialité est liée à 2 ou 3 compétences spécifiques qu'il faudra impérativement maîtriser pour développer des techniques uniques, permettant par exemple de créer des objets ou encore de pouvoir faire à manger avec divers ingrédients récupérés en cours de jeu. En prime, il existe même des super spécialités qui sont des versions plus puissantes des spécialités de base. Elles sont accessibles lorsque plusieurs personnages d'une même équipe ont appris la même spécialité. Il y a donc de quoi faire, surtout que l'on peut ajouter à cela la tonne d'objets et d'équipements à récupérer, ainsi qu'un système de craft très complet. Comme dans le premier épisode, on retrouve également des private actions, qui sont en fait des petites séquences servant à renforcer les liens entre les personnages. Elles se déclenchent aux abords des villes en pressant simplement le bouton carré. Selon la composition de son équipe, l'endroit où l'on se trouve et le timing, la suite de l'aventure s'en trouvera changée. Les relations entre les personnages pourront ainsi s'améliorer ou empirer, ce qui pourra notamment avoir un impact sur leur comportement durant les combats et sur le déroulement du scénario. Star Ocean 2 était il y a 10 ans une référence. Aujourd'hui, de nombreux RPG ont su faire évoluer le genre et cet épisode s'en trouve forcément affecté. Les défauts que l'on ne remarquait pas vraiment auparavant paraissent maintenant plus évidents. Le rythme de la narration est par exemple un facteur déterminant dans la qualité d'un RPG. Dans ce volet, si l'aventure met 2 bonnes heures à s'installer, on regrette surtout le fait que les dialogues soient trop fréquents et trop longs. Il est d'ailleurs fortement recommandé d'activer dans les options la possibilité de passer plus rapidement les dialogues. De même, la mise en scène est globalement assez indigeste, ce qui altère une nouvelle fois le rythme de l'aventure. Par contre, on ne pourra qu'apprécier les décors, toujours très jolis, même 10 ans après, ainsi que les scènes cinématiques réalisées par le studio japonais Eiji, qui constituent un plus indéniable. Quant aux compositions musicales de Sakuraba Motoi, elles sont tout simplement mémorables. Le gameplay, lui, reste toujours aussi plaisant. Le système de combat en temps réel offre de nombreuses possibilités tactiques et reste à ce jour une référence en la matière. Bien sûr, il faut aimer diriger ses personnages et prendre part directement à l'action, pas comme dans un FF par exemple. Mais dès que l'on a pris le pli, on parvient aisément à constituer une équipe performante et à se servir au mieux des capacités de chaque personnage. En revanche, il faut savoir que la difficulté pourra parfois être agaçante tant elle est irrégulière. On tombera parfois sur des ennemis particulièrement coriaces alors qu'on ne rencontrait aucune difficulté juste avant. Autre problème qui pourrait réduire considérablement le nombre d'acheteurs potentiels, le jeu est intégralement en anglais, voix et texte. On le déplore d'autant plus que le jeu sur PlayStation était localisé en français. Something wrong, Mr. Kenny? No, I was just walking around the village and I wound up here. Star Ocean Second Evolution est donc un RPG qui ne se destine pas à tout le monde, loin de là. Mais pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce RPG culte, ainsi que ceux qui voudraient parfaire leur connaissance sur la série avant l'arrivée du 4, cette sortie est une aubaine. Rendez-vous est d'ailleurs pris pour le mois de juin afin de découvrir Star Ocean The Last Hope qui promet énormément. Ouais, bah non, je vous avais prévenu, hein, aujourd'hui j'ai envie de rien. Même après la critique, après avoir vu les images et tout, pas envie d'acheter le jeu. D'ailleurs, vous allez voir l'invité de mon souvenir, lui non plus, pas envie d'acheter le jeu, il va vous le dire. Mon souvenir, quand j'étais petit, j'avais pas envie d'acheter le jeu. Tout de suite, mon souvenir. Peut-être ce serait un souvenir lié à la musique, peut-être c'est Guitar Woman qui m'a totalement rendu fou. Notamment le duel de guitare avec la fille, et puis la partie avec la guitare acoustique. Là vraiment, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu en matière de jeux vidéo. C'est peut-être ces moments de Guitar Woman où tu sais même plus si tu joues de la musique ou si tu joues à un jeu vidéo, et ça, voilà. Ça m'a tué, quoi.
Oh yeah! Bah oui, je vous avais prévenu. Enfin, ça a peut-être été coupé au montage, mais moi j'étais là quand on a fait l'interview. Je l'ai bien entendu dire, oh non, moi j'ai pas envie d'acheter le jeu. Caroline qui présente Otto, j'ai discuté aussi avec elle. Elle me disait, je sais pas, en ce moment je suis toute ramollie, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas envie d'acheter le jeu non plus, je préfère écouter de la musique. Et bien sûr, elle va nous dire ce qu'elle écoute. Alors on va écouter ce qu'elle écoute. Compliqué quand même comme histoire. 桜に咲く希望の花は今年も綺麗に揺れるまた何度も Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, on commence l'émission avec un magnifique générique, la chanson Haru 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 du groupe Penguin. Une chanson qui a d'abord attiré mes yeux en fait parce que la cover a l'image d'un pingouin particulièrement mignon sur un fond rose. Et au final, j'adore aussi la chanson. C'est un jeune groupe dont Haru 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 n'est que le deuxième single, alors je vous recommande de les découvrir. Aujourd'hui, c'est l'émission avec les topics et on commence avec les concerts. On commence les concerts avec Anne Café. Un mois après la mise en vente des billets de leur tournée mondiale, le groupe avait déjà vendu 8000 entrées. Le concert de Bordeaux est sold out et celui de Paris ne devrait pas tarder à l'être si ce n'est déjà le cas. On peut dire que c'est une fois de plus un succès et cerise sur le gâteau, le groupe sera en dédicace à la Fnac des Champs-Élysées le 25 mars à 14h. 2 jours plus tard, si vous vous rendez au Glazart, vous pourrez vivre une expérience unique avec le groupe instrumental Mono. Ils seront également en tournée dans quelques villes de France comme Toulouse, Bordeaux, Nantes et Bourges. Nous arrivons maintenant en avril et le premier concert à avoir lieu en ce mois symbolisant le Hanami sera celui d'Akino Arai. Elle sera présente à l'Européen pour 2 dates le 10 et 11 avril et en première partie vous aurez droit au duo Yaneka, de quoi passer une soirée dans un autre univers. Ensuite, le 17 avril, c'est au tour de Doubt de prendre possession du Glazart pour un show unique. Jeune groupe aux sonorités un peu plus jazzy que d'autres, dont vous pouvez vous procurer l'album Zipang puisqu'il est sorti en Europe. Le lendemain, c'est aux instants chavirés à Paris qu'il faudra vous rendre pour assister à la performance live du groupe Zenigava. Groupe de rock progressif dont la création date des années 80 et on peut dire qu'ils ont pas mal d'années d'expérience derrière eux. Si vous voulez en savoir davantage ou en entendre plus, direction leur MySpace officiel. Un peu plus tard en avril, le groupe indé des 3-7 viendra pour 4 dates en France dans le cadre de sa tournée européenne. Avec eux, vous aurez droit à une musique rock brute de décoffrage qui réveille bien quand on bosse encore sur son PC à 2h30 du matin. On termine les concerts avec le retour du groupe Screamo Envy, groupe qui repasse assez fréquemment en France et en Europe. Et je rappelle pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est le Screamo, que c'est l'association du mot scream, crier en anglais, et emo, qui est un sous-genre du punk hardcore. Voilà donc ce qu'est le Screamo, c'est le style que prône le groupe Envy. Prochainement, nous verrons la venue de DJ Kentaro, Gothica, Gilgamesh, Kokia et ses 3 dates à Paris, ainsi que le groupe Line. On commence les topics, c'est-à-dire une sélection des news du moment avec Yui, qu'on croyait en train de se reposer après ses quelques années de travail non-stop. Eh bien non, la Miss travaille dans l'ombre comme on dit. Elle vient de composer une chanson pour le jeune groupe pop-rock Stéréopony, groupe qui décidément est né sous une très très bonne étoile, parce que leur premier single servait de générique de fin à Bleach, donc bonne visibilité. Leur deuxième single était carrément opening de la nouvelle saison de Gundam WO, donc très très bonne exposition. Et maintenant, pour leur troisième single, c'est Yui qui compose, enfin, génial. Alors déjà, appréciant les 2 premiers singles du groupe, je me disais, j'ai hâte d'écouter le troisième, mais en plus, si c'est Yui qui compose, je suis encore plus impatiente d'écouter ça. Mais il faudra patienter jusqu'au 22 avril pour écouter la chanson I Do It. Le groupe rock féminin Tsushima Mire, dont nous avions déjà parlé il y a quelques semaines pour la sortie de leur mini-album en collaboration avec les Super Nana, va enfin sortir son premier single en major. Et oui, cela fait 10 ans qu'elles étaient en indé, mais à partir du 22 avril prochain, elles seront officiellement un groupe major en sortant leur premier single, Time Lag, sous le label Babe Star qui appartient au grand groupe Victor Entertainment. Le single sera vendu à 300 yens, prix pratiqué pour les singles dans les années 60 au Japon. Et pour les 4 pistes qu'il contient, on peut dire que c'est extrêmement rentable.
On continue avec le boys band Exile. On les a toujours connus au nombre de 7, et bien maintenant on devra les compter au nombre de 14. Début mars, le groupe a tenu une conférence de presse où ils annonçaient que pour cette année 2009, ils voulaient faire quelque chose de différent. Et ça a très bien marché, parce que les voilà maintenant combinés aux 7 membres de la deuxième génération du groupe J-Soul Brothers, qui est un groupe évidemment très lié à Exile, puisqu'en fait Exile avant c'était les J-Soul Brothers de la première génération. Ensuite ils sont devenus Exile, et puis bon, les J-Soul Brothers n'existent entre guillemets plus jusqu'en 2007 où Hiro a fait revivre le groupe en mettant 7 membres à l'intérieur. Donc c'est la deuxième génération. Et maintenant pour cette année 2009, c'est la réunification de la première génération, donc c'était J-Soul Brothers, et de la deuxième, et ça forme donc le nouveau groupe Exile. Et cette nouvelle formation sortira son single le 15 avril et s'appellera The Monster Someday, et en mai ils entameront une tournée nationale. On termine les topics avec Laruku. Après leur venue en France et leur mémorable concert au Zénith de Paris, on n'attendait qu'une chose, un DVD pour pouvoir revivre ce moment intense. On n'y est pas encore, mais cela ne saurait tarder. Le 25 mars prochain, l'Arc-en-Ciel sortira un double DVD contenant un documentaire sur leur récente tournée mondiale nommée Documentary Films Trans-Asia via Paris. Mais la lumière est au bout du chemin puisqu'il semblerait que le 20 mai, ce soit le concert parisien qui sortira lui aussi sur un double DVD pour la somme d'approximativement 8 000 yens. Live in Paris n'est plus un rêve si lointain, encore quelques mois de patience, et je rappelle que le groupe étant dans le label Ganshin en Europe, il y a de fortes chances que ces releases atteignent un jour nos magasins français. C'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top samedi prochain. Cette semaine, nous aurons le clip Planétarium du groupe 456 ou Yongo Roku, je ne sais pas. Le clip Speedmaster de Move featuring 8Ball. Nous aurons aussi évidemment un clip HP. Évidemment, nous tournons avec de l'anticipation, donc en général on ne sait pas, mais ce coup-ci, une intuition féminine s'est réveillée et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça pourrait être le clip Hawaiian Medley des Morning Musume. Pourquoi pas. Et enfin, YM Shike avec Karedayo, un clip, une nouveauté qui est sorti en janvier 2009 au Japon sous le label Avex, puisque maintenant YM Shike est en major chez Avex. Donc un clip génial, YM Shike, enfin on aime bien. Et voilà, c'est fini, la liste est terminée, donc votez pour le J-Top et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Eh oui, je vous avais dit, hein, même Caroline n'arrive pas à m'arracher un sourire. Bon non, je vous ai bien eu, excusez-moi, je fais des blagues comme ça de temps en temps. Non, parce que en fait, aujourd'hui j'ai la super patate, le jeu je l'ai déjà acheté, j'ai acheté aussi tous les CD dont Caroline elle a parlé. Alors bon ben voilà, en fait, ça va super bien, c'est la patate, la forme, et en plus je suis en week-end, alors vous imaginez, donc je vous fais des bisous plein de forme, des gros bisous encore plus en forme, et puis je vous dis à la semaine prochaine, puisque comme je disais, moi je suis en week-end. Et j'ai en profité parce que j'ai la patate à fond.